Bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Alors le premier enseignement de la soirée pour moi, vous qui en avez eu déjà beaucoup, c'est qu'on peut faire 2 fois la traversée de Paris dans la même journée, et contrairement à ce qu'on dit aux informations, donc c'est possible, avec les grèves, etc. Alors, de grève, il n'y en a pas eu, en tout cas de conséquences trop fâcheuses pour les personnes qui ont fait l'amitié, qui nous ont fait l'amitié de venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir finalement répondu présent à cette table ronde, même si la table n'a pas répondu présente. Alors, mais qu'à cela tienne, j'avais préparé quelques questions finalement, et un peu à ma manière d'examinateur, je vais me permettre de vous les poser, sachant qu'il n'y a que des bonnes réponses et que vous ne serez absolument pas notés, donc soyez très très à l'aise sur les réponses diverses et variées que vous pourriez apporter. Vous avez réussi à traverser Paris en transport, le plus dur est fait, le plus simple reste à faire. Première question, alors je vais choisir peut-être Valentin pour commencer. Comme vous êtes le plus proche de moi pour l'instant en tout cas, enfin géographiquement, hein, pour le reste, voilà. Quel a été le déclic pour vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale? Alors c'est une très bonne question. J'ai pas du tout préparé. Si un tout petit peu. J'y ai pensé 5 minutes. Je me suis dit qu'on avait tous au fond de notre tête, dans des proportions un peu différentes selon nos personnalités, mais dans la tête de travailler pour soi. Et toujours le goût de l'entrepreneuriat. Et moi, je vous avoue que je l'ai depuis que je suis au lycée, je pense. Avec les années, j'ai pris en maturité. Et c'est surtout le déclic du projet aussi, parce qu'il y a vouloir, mais il y a pouvoir et agir. Donc ce projet, qui pour moi a été une réelle idée, ça a été un réel déclic dans ma tête. Et c'est ce qui m'a poussé à agir et à me lancer dans l'entrepreneuriat. Merci, donc c'est un rêve, un désir qui existait depuis longtemps. Et finalement, ce qui a permis de concrétiser ce rêve, c'est le projet de fin d'études. D'accord. Donc les ferments étaient là, il ne restait plus que la dimension technologique. Exactement. Très bien. Très très bien. Gabriel, vous aurez le droit à ma seconde question. Quels ont été les plus grands enseignements de votre aventure entrepreneuriale? Qu'avez-vous appris? Alors, bonjour. Alors, les plus grands enseignements de mon entreprise entrepreneuriale, finalement, ça s'est fait au niveau de l'équipe. On est parti ensemble, en tant qu'ingénieur ECE, sur un projet de fin d'études qui fonctionnait très bien. On avait réussi à créer vraiment quelque chose, une synergie dans l'équipe, et on s'est dit qu'on allait continuer sur une entreprise là-dessus. Là, nous avons échoué. Puisque nous avons échoué, la boîte aujourd'hui n'existe plus. Là où nous avons échoué, c'est que nous n'avons pas réussi à étoffer nos compétences et à sortir de cette vision d'ingénieur, de cette vision de produit, pour aller vers une vision plus entrepreneuriale, plus business, plus axée sur les affaires, et finalement aller chercher le marché là où il est. Nous avons passé 18 mois sur notre start-up. 18 mois de notre vie. C'est quand même quelque chose, hein, quand on a 25 ans, c'est pas rien. Et derrière, nous avons finalement échoué à donner et à réussir là où nous voulions créer le meilleur produit qui corresponde à tout le monde. Aujourd'hui, cette expérience, malgré cet échec, ça a été une réussite pour tous. Chacun est allé travailler ailleurs, chacun a réussi à obtenir des compétences à travers l'entrepreneuriat, à travers toutes les erreurs que nous avons pu commettre, et aujourd'hui, bien voilà, je suis très heureux dans la nouvelle entreprise que j'ai rejoint. Et donc je pense que derrière, effectivement, les plus gros apprentissages qu'on peut avoir sur l'entreprise, c'est il faut savoir étoffer ses compétences, étoffer son équipe. Il faut savoir aussi aller parler aux gens. C'est quelque chose que nous n'avons pas assez fait en tant qu'entreprise. C'est vraiment aller sur des événements extérieurs, sur des salons, des forums, des concours, et sortir de notre microcosme d'ingénieur. Voilà.
D'accord, merci beaucoup. Donc finalement, vous mettez l'accent sur la double compétence technique et commerciale. Tout à fait. En Tout fait, à fait. ce que vous a apporté cette aventure entrepreneuriale, c'est finalement la vision client, mettre le client au centre de toutes les préoccupations. C'est tout à fait ça. Très bien synthétisé. Bravo. Félicitations. Bravo. Alors là, à ce niveau-là, c'est presque de la vengeance de l'ancien élève, vous voyez ce que je veux dire? Si peu, si peu. Mais je le comprends, je le comprends. Merci. Puisque c'est comme ça, je vous poserai une deuxième question tout à l'heure. Magnifique. Très bien. Geoffrey, en quoi le fait d'avoir remporté le CE Innov Awards 2014 vous a-t-il aidé dans votre projet entrepreneurial? Oui, j'ai eu la chance de remporter ce concours inter-CE. Ça remonte déjà à quelques années. En quoi ça m'a poussé vers l'entrepreneuriat? Je dirais que c'était un job assez multitâche parce que j'étais un peu le chef d'équipe sur ce projet. Et du coup, on a eu un projet un peu avec pas mal de compétences. Il y avait du soft, du hard, un peu de médecine. Donc on a rencontré pas mal de gens, des médecins, des ergothérapeutes, des prototypistes. Donc j'ai un peu managé tout ça. J'ai rempli mon job aussi sur la partie pure technique avec ma formation d'ingénieur. Et du coup, ça m'a vraiment poussé à garder cet esprit un peu multitâche et puis avoir beaucoup de responsabilités, même si c'est à l'échelle d'un projet, d'une école d'ingénieur, et de garder un peu cet esprit pour continuer et lancer mon propre projet avec notre équipe. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Antoine, je me suis souvent demandé en quoi le fait de presque porter le nom d'un empereur peut aider dans l'entrepreneuriat. Mais j'abandonne cette question absolument stupide. C'est presque la vengeance du prof, là, pour le coup. Pour en préférer une autre, à savoir que vous êtes allié à un grand empire. Vous avez choisi l'alliance corporate. Pourquoi avoir choisi cette alliance? Alors, ça c'est l'introduction, ça. Alors, en fait, c'est tout bête. Notre recherche d'investisseurs, en fait, on l'a pas fait au hasard. On a levé une première fois auprès de Business Angel. Et directement, ce qu'on s'est demandé, c'est quelles compétences ils allaient pouvoir nous apporter pour pouvoir développer la société. Ce qui a été le cas, en fait. Dans un second temps, on s'est demandé, donc, sur une deuxième levée de fonds, qu'est-ce qu'on pouvait aller voir? Des business angels, c'était un montant trop élevé. Des fonds d'investissement, c'était de l'argent pour de l'argent. Du coup, on s'est demandé quelle société avait des activités un peu connexes à la nôtre, qui pouvaient tout simplement nous aider à développer notre business et pas simplement nous apporter de l'argent pour de l'argent. Donc directement, on s'est tourné vers les sociétés. On a fait un petit peu le tour des sociétés qui tournaient autour de nous. Nous, on évolue dans l'immobilier. Qu'est-ce qui touche à l'immobilier? Très clairement, on a beaucoup d'assurance en fait. Ça donne beaucoup d'argent et on s'est dit, typiquement, nous de notre côté, on sait qualifier du propriétaire, du locataire. Est-ce que c'est pas de la donnée qui a de la valeur en fait pour un acteur qui est lié à de l'assurance, qui souhaite qualifier ses prospects? Ça coûte très cher en fait d'obtenir du lead dans ces domaines-là. Et du coup, directement, on s'est tourné vers des acteurs comme dans l'assurance. Et on s'est dit, on va aller les voir. On va leur proposer de rentrer au capital. Pourquoi pas, est-ce que derrière, il y aura un deal commercial à mettre en place. Et directement, ça les a tout de suite touchés. Faut savoir, l'acteur vers lequel on s'est tourné, il n'a pas été non plus choisi au hasard. Il est vraiment très tourné vers la partie start-up, nouvelles technologies, nouvelles manières d'obtenir du lead. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est tourné vers un corporate, en fait, tout simplement. Et quel était cet acteur? Donc là, aujourd'hui, on a fait rentrer la Maïf au capital. Donc la Maïf qui investit beaucoup en ce moment dans les startups liées à l'immobilier, à l'automobile. C'est pas choisi au hasard, simplement, ils vont pouvoir faire beaucoup d'argent avec ça, j'espère. Nous aussi. Et voilà, le principe en fait c'est simplement d'avoir des synergies. C'est tout bête, aujourd'hui au lieu de faire 1 plus 1 égale 2, on s'est dit pourquoi pas faire 1 plus 1 égale 3. C'est aussi bête que ça, quoi. D'accord. On parle du lab Covéa, non, c'est ça? Comment? On parle du lab Covéa? Claude Friedrich éventuellement? Alors je connais pas. Non, d'accord. Non, mais
Normalement, le responsable pour Covea, effectivement, c'est Claude Friedrich qui souhaite créer et développer de l'intrapreneuriat initialement, mais qui accepte des projets de l'extérieur, comme ça a été votre cas pour le 4000. Ah oui, effectivement. Non, mais l'entrepreneuriat, oui, c'est pas mal aussi oui. de ce point de vue-là. Oui, bien sûr. Et justement, puisqu'on en est à l'intrapreneuriat, je reviens vers Gabriel finalement. Est-ce que l'expérience d'entrepreneur a développé vos capacités d'intrapreneur? Réponse courte ou réponse longue? Oh, réponse de 19h53. Réponse courte? Oui. oui. 19h53. Alors oui, fin de réponse prévue 19h55, on fait comme les transports, on essaie d'arriver à l'heure. Eh bien oui, alors le principe est simple, si j'avais pas échoué, si j'avais pas eu cette expérience d'entrepreneuriat, essayer de créer un projet, de monter quelque chose, de créer vraiment notre entreprise, je ne serais pas, je n'aurais jamais eu accès au poste auquel je suis actuellement dans ma nouvelle entreprise. Donc aujourd'hui je suis lead tech au Hardware Club, c'est un club des objets connectés et un fonds d'investissement derrière, et ce poste-là, je l'aurais jamais eu si je n'avais pas été entrepreneur. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que aussi on me donne énormément de responsabilités. On me dit, eh bien, finalement, tu es aussi un entrepreneur dans l'entreprise. Tu es un intrapreneur. On ne le dit pas, on le dit pas exactement comme ça. Mais voilà, derrière cette expérience de l'entrepreneuriat ne m'aurait jamais, j'aurais jamais pu arriver là sans cette expérience de l'entrepreneuriat. Parce qu'il est vrai que les grands groupes recherchent beaucoup finalement à dynamiser leur structure et donc ont tendance aujourd'hui à recruter de plus en plus de personnes qui ont eu une expérience entrepreneuriale. Et là on n'est pas sur un grand groupe, on est vraiment sur une entreprise minuscule. C'est ça qui est intéressant aussi de voir que des entreprises se créent et prennent des personnes qui ont été elles-mêmes créatrices de structures. Tout à fait. C'est vraiment une expérience qui est très recherchée un petit peu partout dans le monde. Il n'y a pas uniquement en France, on est vraiment sur aussi des profils qui sont très internationaux, donc ça peut être dans la vallée à San Francisco, ça peut être du côté de l'Asie, Singapour, Taipei, ainsi de suite. On est vraiment sur des expériences qui ouvrent des portes phénoménales. À n'importe quel ingénieur, ça étoffe le potentiel d'un ingénieur de créer son entreprise, vraiment. Oui, parce on en parlait tout à l'heure, effectivement, cette notion de mettre le client au centre des préoccupations, de s'intéresser à la dynamique commerciale, finalement, autant de choses que l'on demande de plus en plus à un ingénieur qui crée et développe des produits, mais qui doit être capable, effectivement, de prescrire le clientèle possible. En tout cas, merci. Alors, ça pourrait partir un petit peu en sens inverse de ce qui a été dit précédemment, mais je vais revenir vers Geoffrey, qui représente Quantum ce soir. Geoffrey aux couleurs 007, même si le Quantum n'est pas le titre de l'épisode, bien connu. En quoi le fait d'avoir... pourquoi vos stages effectués au sein de grands groupes vous ont-ils amené à entreprendre? Alors vous voyez que la question est gentille. Je peux vous la poser d'une façon un peu moins gentille. Alors je vais tenter de faire un peu moins gentil, comme ça révélera un petit peu l'assistance. Pourquoi vos stages effectués au sein de grands groupes, jusque-là tout va très bien, vous ont-ils convaincu d'entreprendre? Convaincu. Je dirais que c'est pas forcément mes stages ou mon stage dans un grand groupe, c'est plus un parcours. Effectivement, j'ai commencé à faire des stages dans des grands groupes, notamment chez PSA. Et là, j'ai découvert vraiment le milieu de la R&D, de l'ingénierie, etc. J'ai vu aussi tous les process que l'on doit faire pour faire des essais, pour faire des commandes de composants. Je suis dans le milieu de l'électronique, ce genre de choses. Et puis je me suis un peu orienté vers des structures beaucoup plus petites, des laboratoires de recherche, où j'ai pu apprendre beaucoup, effectivement, encore une fois, sur de la R&D, etc. Et j'ai eu l'opportunité avec le CE qui avait à mon époque comme ambassadeur de promo Weezings, donc le leader français des objets connectés. J'ai eu l'opportunité de travailler avec eux. Là, ça a été vraiment un réel déclic. J'ai tout de suite compris que les objets connectés étaient vraiment le boom de demain. Ils étaient quand même dans une situation encore start-up, mais c'était déjà une centaine de personnes à l'époque. Et là, j'ai pris de A à Z un projet, je me suis dit, c'est très intéressant, et pourquoi pas ne pas continuer comme ça. Et donc j'ai encore fait un dernier stage dans une start-up. Là, j'ai pris en main de A à Z, encore une fois,
un projet, j'ai eu des responsabilités, et aller voir des partenaires, des industriels, des choses qu'on ne voit pas forcément à l'école. Et là, c'est comme ça que j'ai pu rejoindre l'équipe Quantum aujourd'hui pour développer ce projet. Voilà. D'accord. Intéressant de voir finalement que dans les grands groupes, notamment automobiles, la R&D, l'innovation est pilotée par le contrôle de gestion, qui a tendance à qualifier les projets en fonction des risques éventuellement estimés. En fait, finalement, ce qui peut être un frein à l'innovation radicale, ce qui est peut-être plus une invitation à l'innovation d'amélioration dite finalement incrémentale. Merci beaucoup. Charles, vous êtes... Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes actuellement incubé. Alors, vient-elle parce qu'une organisation bien établie finalement pour accompagner les jeunes organisations quelque part. Alors déjà, où êtes-vous incubé et comment s'est passé votre processus d'incubation? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Bonsoir, mon équipe et moi-même, on développe le projet Carligo. C'est un service qui vous permet de rentrer chez vous en taxi partagé. Donc vous commandez un taxi et vous avez la possibilité automatiquement de partager les places libres qui sont à côté de vous, et donc vous payez moins cher votre taxi et vous conservez un confort puisqu'il vous dépose au pied de votre appartement. Et donc nous sommes incubés à l'Incuba School, porte de Champéret. Il est important pour une start-up de se retrouver dans un écosystème où on va partager des valeurs, des conseils. Donc être dans un écosystème où on est entouré d'autres startups, c'est important pour nous, de ne pas être seul chez soi, c'est très important. Et puis on a un accompagnement également qui est de qualité. D'accord, merci beaucoup. Valentin, je vais revenir vers vous finalement, puisque nous sommes nous quittons effectivement un domaine d'affaires qui est celui des taxis, qui est quand même assez fortement réglementé, avec des contraintes évidemment. C'est vrai qu'en France, on a toujours un petit peu un amour profond pour l'innovation de rupture, et puis les acteurs économiques qui subissent l'innovation de rupture ont quand même pour principal réflexe d'aller voir le ministre pour arrêter tout ça, le plus souvent. Et puisqu'on parle d'aller voir le ministre, Valentin, justement, je voudrais savoir, quelles étaient les spécificités de votre marché sur Enovap, et je voulais savoir si ces spécificités étaient un frein ou une opportunité pour entreprendre. Alors oui, c'est extrêmement bien introduit, puisque vous avez mis le doigt là où tout l'enjeu du marché de la cigarette électronique est, c'est les acteurs qui agissent sur ce marché, le lobbying et les conflits d'intérêts. Déjà le produit en lui-même, la cigarette électronique, il est révolutionnaire. Dans le marché du sevrage tabagique, ça a sevré 1 million de Français actuellement. Donc c'est une opportunité énorme sur les méfaits du tabac qui sont tous connus, ça fait 6 millions de morts par an dans le monde. Pas tant d'innovation que ça sur ce marché-là, et c'est vrai que nous, j'ai tout de suite cru en notre idée, en notre concept, puisque avec Enovap, on développe le premier système qui permet de contrôler l'apport en nicotine. Donc c'est du jamais vu, aucun système ne fait ça et n'a jamais fait ça. Et la nicotine, qui est cette substance à la base qui rend addict du tabac. Donc c'est clairement quelque chose de très innovant que j'ai souhaité développer et créer ma propre start-up sur ce projet-là. Et c'est vrai que maintenant, en étant d'abord vapoteur, puis en travaillant sur ce marché-là, je connais de mieux en mieux ce marché. On l'a même intégré grâce à certains contacts et à certains consultants qui nous ont aidés à intégrer ce marché, à voir les acteurs, leur rôle sur ce marché, c'est quand même très important pour une start-up de bien cerner son marché, les acteurs, ce qu'ils font, qui aller voir, comment aborder ce rendez-vous. Mais voilà, la cigarette électronique, c'est un marché qui existe depuis 8 ans et qui offre des perspectives de croissance énormes, puisque on dit qu'il atteindrait 10% du marché du tabac d'ici 10 ans. Donc c'est pas mal. Donc finalement, vous avez deux lobbies assez forts. Qui sont l'industrie du tabac et l'industrie pharmaceutique. Voilà. L'industrie du tabac qui voit effectivement ses ventes baisser à grande vitesse, et qui s'investit de plus en plus sur ce marché, qui sort ses propres dispositifs, qui ont une stratégie qui pour moi n'est pas encore
entièrement clair. Et donc voilà, prudence. Et le lobby pharmaceutique, effectivement, qui, eux, font quand même un peu d'argent avec ces substituts nicotiniques, mais de moins en moins. Les patchs, les sprays, les chewing-gums à nicotine. Donc voilà, très excitant pour un jeune entrepreneur de 25 ans, mais voilà. Comme quoi on peut voir finalement que le fait d'avoir une excellente idée peut amener à bousculer des règles bien établies et avoir effectivement des mécanismes de défense. Donc finalement le fait d'entreprendre est aussi difficile à ce niveau-là. Il faut aussi penser aux répercussions éventuelles que son activité aura sur d'autres activités. Effectivement. D'accord, merci beaucoup. Ça, c'est une bonne question que j'avais envie de vous poser. Enfin, je la qualifie de bonne en fait parce que c'est moi qui la pose, hein, on est bien d'accord. Mais l'essentiel, c'est d'y croire. Il faut toujours se faire confiance. Je pense que c'est important dans l'entrepreneuriat. Alors, savoir se faire confiance et puis savoir aussi quelque part prendre du recul. Mais vous disiez vous-même que vous étiez un vapoteur, pardon. Mais c'est une question que je vais poser à tout le monde. Comme la fumée, finalement, ça se diffuse, ça prend tout l'espace. Faut-il être utilisateur du produit ou du potentiel service pour être un bon entrepreneur ? Ça aide. Nous, ça nous a aidé, puisqu'au final, on contacte nos propres clients et améliorer le produit en le testant nous-mêmes. Donc, dans un sens, ça aide d'être la cible. Enfin, je suis ancien fumeur maintenant, c'est vrai que j'ai commencé la cigarette électronique avec des matériels des cigarettes électroniques de première génération et j'ai échoué, je suis retombé dans le tabac, puis j'ai évolué en matériel et maintenant ça fait plus d'1 an que j'ai pu toucher une cigarette. Voilà. Bravo. Mais une petite statistique aussi, 75% des vapoteurs sont toujours fumeurs. C'est ce qu'on appelle le phénomène de vapofumage. Et c'est ce qu'on a prouvé, c'est que les besoins en nicotine varient au cours de la journée et qu'un dispositif comme Enovap est fait pour répondre intelligemment, que ce soit manuellement ou automatiquement, à ces besoins en nicotine qui varient. D'accord. Donc faire en sorte finalement que la règle entre guillemets des 75% soit un peu contredite. Voilà, exactement. Très bien, c'est votre ambition. Exactement. Parfait, merci. Allez-y, Geoffrey. Oui, bon, pour moi c'est un peu compliqué de répondre à cette question puisqu'on développe en fait un produit très innovant, le premier mixologue connecté, donc c'est une machine à cocktail connectée. Quand je parle de cocktail, c'est aussi du sans-alcool. Donc c'est un peu compliqué d'y répondre. Par contre, oui, effectivement, c'est bien de connaître son produit, bien de le comprendre, mais c'est également bien de ne pas le comprendre pour voir finalement tous les défauts. C'est quelque chose que je demande beaucoup, notamment la semaine dernière, on a fait un salon. Et plutôt qu'aller pitcher la personne, je vais plutôt lui demander, dites-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous comprenez de mon produit, pour voir un peu comment il le voit, comment il le perçoit. Et il y a beaucoup, quand on fait du hardware, on fait beaucoup d'études conso, donc c'est des choses, voilà, confronter le produit à l'utilisateur final, c'est très intéressant aussi. Voilà. D'accord, j'ai raté le doublé, j'avais celui qui fume, celui qui boit, et en fait vous ne l'êtes pas, et à côté vous ne fumez plus, bon bah voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de cette jeunesse Charles, justement, je me tourne vers vous, puisque fumer et boire c'est bien, mais ensuite il faut prendre le taxi. Alors justement, êtes-vous juste un utilisateur acharné et assidu des taxis? C'est important d'utiliser son service parce qu'on va être, on est le leader, hein, on est celui qui va influer l'idée, mais comme disait mon camarade, ça peut se retourner contre nous. Il faut laisser la parole et avoir une écoute la plus totale possible envers nos clients. C'est eux qui contribuent à la construction du produit et il faut vivre notre produit. Donc, bon, on utilise le taxi, on utilise nos concurrents évidemment. Il faut aussi laisser la parole à nos clients. Et laisser la parole, ça veut dire poser des questions et avoir une écoute, une très grande écoute. D'accord, merci. François. Alors moi je suis désolé, nous dans la recherche d'appartement, malheureusement j'ai jamais cherché d'appartement. Et aucun de mes associés, et je suis pas encore propriétaire. Mais on a des personnes qu'on trouvait, ça marche plutôt bien. Non, on a des salariés, nos salariés cherchent leur appartement, ont trouvé par nous, donc plutôt une bonne satisfaction. Donc des gens qui sont dans la société, on fait appel à nos services, ont trouvé.
ils connaissent quand même bien le produit, donc on n'a pas pu vraiment en tirer toute l'expérience utilisateur possible. Alors c'est intéressant parce qu'on sait que le marché de l'immobilier en France est un marché très complexe finalement, parce qu'il est très perturbé par diverses aides, etc., par des prix de marché pas toujours clairement définis, et par une perspective haussière qui nous amènerait jusqu'au sommet. Qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi là où tant d'autres ont échoué selon vous? Alors, déjà, je ne considère pas que j'ai encore réussi, il y a encore beaucoup de travail à faire. Après, il faut savoir que le marché de l'immobilier, souvent j'assimile ça à l'emploi. C'est un truc tout bête. Aujourd'hui, vous êtes à la recherche d'un emploi. Est-ce que vous allez faire toutes les entreprises du secteur dans lequel vous cherchez votre emploi à aller déposer des CV? Ou est-ce que vous allez déposer déjà votre CV sur LinkedIn, sur Monster, sur Viadeo et attendre qu'un recruteur vous appelle? Je pense que la plupart vous êtes sur la deuxième solution. Pourtant, quand on cherche un appartement, c'est ce qu'on fait. On prend la première solution. On va prendre son téléphone et on va appeler tous les propriétaires un par un, passer du temps, se déplacer, l'appartement me plaît, mon dossier n'est pas retenu, on perd un temps faramineux. Du coup, nous on s'est demandé, mais comment est-ce qu'on peut changer les choses, hein? C'est quand même dingue le temps qu'on passe à chercher un appartement, on dérange le propriétaire, on perd notre temps, on pose des demi-journées. Du coup, on s'est dit, on va appliquer exactement ce qui se passe dans l'emploi depuis des années à l'immobilier. On va permettre à nos locataires, vous êtes à la recherche d'un logement, vous allez créer votre profil de locataire, qu'est-ce que vous recherchez, qui vous êtes. Nos propriétaires vont créer leur offre de location et on va directement leur afficher une liste de locataires qui recherchent exactement ce qu'eux proposent, avec la bonne solvabilité, avec la bonne complétude du profil, etc. Et le but, c'est que lorsque votre téléphone va sonner, vous n'aurez pas cherché une seule minute un appartement. Par contre, il y a un propriétaire qui va vous dire « Venez visiter mon logement, s'il vous plaît, il est pour vous ». Et c'est là, en fait, on va apporter en fait une nouvelle expérience dans la recherche d'appartements, aussi bien pour le locataire qui va se déplacer uniquement pour des logements qui l'intéressent, mais aussi pour le propriétaire qui va arrêter de diffuser ses coordonnées partout à gauche à droite sur les sites d'annonces classiques et vraiment cibler vraiment le profil de locataire qu'il recherche. On n'est pas du tout dans la discrimination, hein. On est vraiment dans le matching entre ce que la personne recherche et ce que la personne propose. Après, on met en place des informations pour les propriétaires, à eux de faire leur choix de locataire. Après, j'ai pas envie d'être présomptueux, mais le principe, en fait, on l'a tous vu, hein. Uber, ils sont arrivés, ils ont mis une bouteille d'eau dans une portière, ils ont mis une cravate, ils vous ont ouvert la porte et vous avez fait putain, mais c'est génial en fait, mais pourquoi on a fait ça depuis des années? C'est fou, hein. Pourtant c'est la même chose que les taxis, hein. Le prix, il est peut-être un petit peu différent, il est un petit peu plus bas, mais c'est exactement la même chose, hein. Et pourtant, ils ont une cote extrêmement haute. Autre exemple encore un peu plus ancien, juste, il y a Free. Free qui un jour vous a dit ah bah attendez, vous savez le forfait téléphonique, vous pouvez le payer 20 €. Et puis même pour les 2 heures, vous payez 2 € par mois. Vous vous dites ah putain, je payais 40 € par mois. Et là en fait c'est exactement là où on va intervenir. C'est apporter une nouvelle expérience, donc de dire si vous vous faites appeler, et bah du coup c'est parce qu'on est vraiment intéressé par votre dossier, et on remet de l'humain, on remet de la confiance dans cette relation propriétaire-locataire qui a été hyper détériorée, comme la relation en fait entre le taxi et la personne qui prend un taxi. Et au niveau de notre modèle économique, on est aussi sur des forfaits extrêmement bas. Le but c'est de dire mais vous savez qu'on peut faire le même travail qu'un agent immobilier, sauf qu'on va être 5 à 6 fois moins cher. Pourquoi? Parce qu'on a mis en place une technologie, on a mis en place des processus pour automatiser les choses. Quand un agent immobilier vous disait bah attendez, ça va me prendre une après-midi, nous on le fait en 2 heures parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été automatisées et on peut être plus bas en fait. C'est comme ça en fait qu'on s'est dit bah comment changer les choses, c'est de se dire on peut apporter de la technologie, ce qu'on a appris à l'école, de dire voilà on peut aller un petit peu plus loin et apporter une nouvelle expérience. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Très bien. Très très bien, merci beaucoup. Alors, on arrive maintenant sur les dernières questions finalement. Avant-dernière question pour vous, Gabriel. Maintenant, vous avez entendu 4 entrepreneurs, toujours en situation d'entrepreneuriat. Est-ce que ça vous donne envie de retenter l'aventure? Réponse courte ou réponse longue? Celle qui vous met le plus à l'aise. Alors, réponse courte, oui, tout à fait. Je suis resté, après la dissolution de notre équipe, et chacun des membres de l'équipe est parti dans une entreprise différente. Je suis resté 6 mois dans l'incubateur ou à proximité de l'incubateur, à essayer de remonter une équipe, remonter un projet, retrouver une idée, repartir sur des nouvelles bases. Quand cette opportunité s'est offerte à moi.
Aujourd'hui, cette opportunité, ça me permet de rencontrer des nouvelles personnes qui, demain, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, me permettront de reprendre le chemin de l'entrepreneuriat. Donc, c'est une aventure qui a été assez éprouvante, aussi bien mentalement que physiquement. Bon, mais derrière, c'est une aventure que je retenterai, oui, bien sûr, dans l'avenir. Bien, merci beaucoup. On a tous appris beaucoup de choses ce soir. Enfin, moi, je pense, on a fait un survol, mais assez informatif. Pour terminer, puisqu'il y a quand même pas mal d'aspirants entrepreneurs ou de personnes qui pourraient entreprendre dans cette salle, auriez-vous quelques conseils chacun, sous forme très courte, à donner à de futurs entrepreneurs? Spontanément. Je commence. Alors, moi je vais faire très spontané, je vais dire un seul mot, la persévérance. Voilà. Ouais, je crois que c'est important, c'est plus long qu'on le pense. Ah oui. Une innovation met du temps à se diffuser, il faut savoir tenir la distance finalement. Ce n'est pas une idée absolument géniale qui rencontre tout de suite miraculeusement son marché. Les choses prennent du temps. Moi j'ai envie de citer une grande marque, Just Do It. Faites-le. Faites-le, allez-y et persévérance. Moi je voulais parler juste de l'équipe. En fait, c'est la seule chose qui compte quand on crée une société au début. Il n'y a rien, à part les personnes qui la composent. Donc, entourez-vous des bonnes personnes. Faites partie des bonnes personnes, sinon, quand même. Et voilà, c'est tout ce que je veux dire. Je crois qu'en substance, finalement, le meilleur moyen d'avoir des opportunités, c'est d'abord d'en rester de soi-même. Oui. Moi, je conseille à tous les gens qui viennent de l'ECE de croyez en vous. Vous avez fait plein de projets, mettez en avant vos projets, vos expériences. J'ai fait par exemple partie dernièrement d'un jury à l'ESCP Europe pour un master Innover Entreprendre. Clairement, les élèves qui venaient de l'ECE, ils sont sortis du lot, mais de manière incroyable, et j'étais très fier. Mais bon. Et donc, croyez en vous, et si vous avez une idée de business, ne vous enfermez pas dans cette facilité de rester au bureau, allez sur le terrain, confrontez-vous à votre marché, rencontrez vos clients, et allez-y, just do it. C'est quelque chose que j'ai vu, je suis actuellement en train de terminer ma thèse, et j'ai vu 70 personnes, j'ai fait 70 entretiens. Et très souvent, chez les responsables d'incubation, il y a cette notion, les élèves, les anciens étudiants de l'ECE sont formidables. Et je l'ai plusieurs fois écrit dans les mails de réponse. Donc ça m'a aidé aussi à rencontrer des personnes. Vous m'avez aidé à rencontrer des personnes. On termine par où? Oui, je pense que la persévérance est très important et j'aimerais juste compléter ça par garder juste toujours l'objectif en tête. Parce que dans une aventure entrepreneuriale, il y a énormément de hauts et aussi énormément de bas. Et c'est très dur dans les moments les plus difficiles. C'est dur de se remotiver, de se redire allez, on va bosser toute la journée. Donc c'est vraiment garder à la fois l'objectif à court, moyen et surtout long terme. Parce que voilà. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Alors ce soir, je faisais alliance et concurrence à la SNCF. L'alliance s'est bien passée, elle m'a permis d'arriver à l'heure, la concurrence aussi, puisque finalement, elle me permet de vous libérer à l'heure. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et que vous avez pris du plaisir. J'en ai eu ce soir. Merci d'être venu nous faire part de votre expérience précieuse et bon courage pour votre suite. Merci.